Merci Monsieur le Président. Cher Charles, merci. Merci à la fois pour cette présentation qui est fidèle en fait à ce que nous avons mis dans ce rapport, mais aussi merci pour la collaboration qui a été la nôtre pendant un mois de travail intense. C'était pas évident au départ, hein. Charles Rodwell est élu de Versailles. Je suis élu du 11e et 20e arrondissement. J'ai sur ma circonscription le mur des fédérés. Donc j'ai toute l'histoire de la commune ici et l'histoire versaillaise à côté. Donc ce n'était pas si facile au départ, mais nous avons su réconcilier la France révolutionnaire ici. Non, sur un beau sujet qui plus est, un sujet qui, depuis plus de 20 ans maintenant, est le sujet qui anime nos divergences politiques, notamment autour de la compétitivité et de l'attractivité de notre économie. Ma position s'est exprimée aussi dans ce rapport. Vous verrez que j'ai sur les points microéconomiques, sur les dispositifs, que ce soit Team France Export, Team France Invest, j'ai pris des positions constructives, je crois bien, en disant que ce sont des dispositifs qui existent, qui méritent d'être renforcés, parce qu'il y a de l'humain, ce sont essentiellement des dispositifs d'accompagnement qui visent à coordonner et à faire vivre une stratégie. Et il faut renforcer tout ce qui fait appel à la collaboration et à l'humain. Et il y a beaucoup de choses qui sont ressorties de ces auditions, qui sont très intéressantes, et notamment sur la difficulté pour beaucoup à voir la stratégie politique que l'on veut mettre en œuvre. Nous avons retenu essentiellement deux aspects. Et là, nous sommes tout à fait d'accord. Moi, je le dis d'une autre façon, je le dis d'une façon un peu différente de celle de Charles, mais je dis, voilà, sur la stratégie de Roubaix, il faut être capable de la revoir, de la réévaluer et de se dire, voilà, aujourd'hui, 4 ans après sa mise en œuvre, est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur comment on fait mieux en désignant des zones géographiques, des zones culturelles prioritaires, en désignant des filières d'avenir, notamment dans l'écologie, par exemple, dans les techniques environnementales, dans l'industrie verte d'une certaine façon, comment on fait pour mieux les accompagner, mieux les développer et comment on pourrait concentrer nos moyens humains essentiellement vers une stratégie de ce type-là. On pense que cela pourrait être plus efficace. Mais pourquoi? Parce qu'on part d'un constat et c'est là que moi j'ai une petite différence qui est en réalité fondamentale. Depuis les années 2000, les stratégies d'internationalisation des grandes entreprises françaises se sont beaucoup appuyées sur les délocalisations. Elles ont beaucoup été responsables de la désindustrialisation de notre pays. C'était une façon de voir, ou disons un phénomène assez court-termiste, finalement. Et on en paye aujourd'hui les conséquences parce qu'il y a eu des pertes de compétences et de savoir-faire, il y a eu des destructions d'emplois, une désindustrialisation qu'on n'arrive pas à endiguer et qui a frappé nos territoires et nos régions. En matière d'attractivité, depuis 20 ans, on a eu de cesse finalement de répondre à des demandes des entreprises qui ont quasiment toutes porté sur ce qu'on appelle la compétitivité prix, faire baisser le coût absolument pour pouvoir être compétitif. Résultat, on a flexibilisé le travail. J'ai dit non, moi je n'y suis pour rien. Mais vous avez flexibilisé le travail, vous avez réduit les coûts pour les entreprises, notamment avec des allègements fiscaux considérables. Moi je parle du CIR, mais en réalité le CICE c'était quand même flagrant. Le CICE promettait de créer 1 million d'emplois, ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, on supprime la CVAE sans même une promesse en contrepartie, si ce n'est toujours dans une logique d'améliorer la compétitivité, ce qu'on n'arrive pas vraisemblablement à faire. Alors moi, j'interroge, je dis, avec 223 milliards d'euros d'aide aux entreprises en 2019, selon France Stratégie, selon l'Institut de recherche économique et sociale IRES, c'est 157 milliards d'euros d'aide perçue par les entreprises en 2019, c'est-à-dire 6,4% du PIB. Est-ce qu'il ne faut pas vraiment remettre en question cette politique d'allègements fiscaux quand les résultats en matière d'exportation n'arrivent pas? Quand les résultats en matière de réindustrialisation, de création d'emplois ne sont pas là, emplois industriels notamment. Donc, au sujet du crédit impôt recherche, par exemple, il y a des études qui le disent très clairement. Le CIR, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est pas que c'est pas un bon dispositif, c'est qu'il est trop large. Résultat des courses, pas d'impact sur la valeur ajoutée et les exportations, et aucun impact significatif n'a été détecté sur les grandes entreprises et les ETI. Donc ce sont des choses que l'on peut constater
à plusieurs niveaux, c'est-à-dire l'inefficacité en réalité de ces allègements fiscaux que moi je remets en question en disant il ne s'agit pas de ne plus accorder d'aide, il s'agit de faire autrement, de soutenir nos entreprises à l'export autrement. Je fais aussi des recommandations qui me sont propres dans ce rapport. Je propose par exemple qu'on établisse un document budgétaire pour toutes les dépenses qui sont liées au soutien aux entreprises françaises, parce qu'il est assez difficile de l'évaluer. Dans la dernière loi des finances, sur 4 programmes par exemple existants, on a une augmentation de 100 millions d'euros des budgets. Je pense que c'est plus que ça en réalité, et on a du mal à retrouver trace de toutes les aides directes qui sont accordées aux entreprises. Une autre proposition que je fais par rapport au dispositif, pour le coup, des TFE et TFI, je dis la direction générale de la mondialisation, qui est au ministère des Affaires étrangères, est certainement la plus expérimentée, la plus ancienne, pour mener un pilotage de tout cela, c'est-à-dire un pilotage politique pour un atterrissage. Là, on nous a fait remonter à plusieurs reprises des difficultés dans les relations parfois entre les opérateurs. En tout cas, ce n'est pas toujours équivalent. Ça peut très bien fonctionner dans un endroit, très mal fonctionner ailleurs. Donc, il faut aussi se dire comment on peut avoir un pilotage, un regard supérieure d'une certaine façon, en tout cas une coordination politique et avec une vision plus globale et qui ne soit pas prise par des intérêts comme ceux de Business France, qui est contraint par des logiques de résultats, de chiffres, qui l'amènent parfois à être en compétition avec d'autres opérateurs, ce qui peut se comprendre quand on sait sous quelle pression ils sont. Je voudrais aussi parler d'autres recommandations que je fais. Donc moi, je propose par exemple de faire une expérimentation de ce que nous proposons, c'est-à-dire la stratégie à la fois géographique et sectorielle. On pourrait démarrer par une expérimentation de ce type-là pour en mesurer son efficacité et accompagner notamment une filière. Pour ce qui concerne le financement des entreprises, c'est aussi une idée que j'aurais voulu développer. Sur la question du financement des entreprises françaises, on fait appel aujourd'hui à de l'investissement étranger. Et les résultats sont là. D'accord ? Beaucoup d'investissements étrangers. Mais interrogez-vous sur ce qu'ils sont exactement. Moi, je vous invite à vous poser la question. La réalité, c'est que si les investissements étrangers aujourd'hui dans notre pays, 10% d'entre eux, ce sont des stratégies d'optimisation fiscale d'entreprises françaises. 10%. Et j'en parle parce que, vous savez, la localisation d'actifs immatériels du type brevet, marque, dans des paradis fiscaux ou apparemment fiscaux comme le Luxembourg ou les Pays-Bas, aujourd'hui, sont réimportés sous forme de services via des filiales. Donc il faut s'interroger sur ces stratégies et ne pas les encourager par une politique d'attractivité qui dirait bah, « allez-y, continuez, ça marche ». Il y a un autre problème sur les investissements étrangers, et il s'est posé au Canada, il se pose chez nous. C'est qu'on a plus de 30% de ces investissements qui vont dans l'immobilier ou dans des sociétés immobilières. Et beaucoup expliquent la spéculation immobilière dans les grands centres urbains. Au Canada, ils ont pris la décision cette année d'interdire pendant 2 à 3 ans les investissements étrangers de ce type et de n'accepter que des achats résidentiels. Essayons aussi de nous protéger et de protéger notre société des déséquilibres qu'une telle politique d'attractivité peut engendrer. Dernier point, et le plus inquiétant, c'est bien sûr tout ce qui est de notre souveraineté économique. On ne peut pas à la fois dire il faut de la souveraineté économique, il faut se réindustrialiser et accepter à travers ces investissements étrangers que soit mise en cause notre souveraineté, notamment dans des secteurs stratégiques tels que le médicament, la défense ou autres. Voilà sur quoi moi j'ai souhaité marquer ma différence dans ce rapport, mais je salue quand même le fait que nous soyons parvenus à plusieurs propositions communes qui sont, à mon sens, parfaitement pratiques et à mettre en place assez rapidement pour améliorer l'existant, à défaut de repenser complètement cette stratégie d'export et d'attractivité. Merci pour votre attention.